Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a un très bon papier qui est sorti de 2 chercheurs au CNRS qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il n'y a aucun questionnement possible, tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces, ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire que au rythme actuel, dans pas très longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de 6e extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces, il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Même les espèces qui sont encore abondantes, je sais pas, les moineaux, enfin je dis un peu au hasard. Les moineaux, non. Les moineaux, ils vont mal, ouais. Mais en fait, ils vont un peu tous mal, tu vois. Je dis les espèces abondantes, ça me vient même pas spontanément, en fait. Bon, il doit y en avoir quelques-unes. Les connards. Ouais, celle-là, elle est en croissance, ouais. Eh ben, il y a quand même une diminution des populations, quoi. Donc ça, c'est super inquiétant, en fait. Et pour moi, ça a du sens. Parce que je trouve ça triste de... Je veux dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent, parce qu'évidemment, quand on perd la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Et je veux dire, les animaux ont aussi leur vie propre. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça, aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça, aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout, en fait. Et que les animaux n'ont simplement plus d'endroit pour vivre. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc, le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine, qui fait que, oui, les autres, forcément, n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge, quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire, quand je vais construire ma maison ou mon usine, ce qui est pire, quels sont les occupants que je vais détruire ? On ne se pose même pas la question. Si on a l'acte de propriété, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres problèmes de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse et qu'on pêche maintenant trop. La pêche industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc quand on en flingue une, en fait, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. Et l'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de la perte de biodiversité? Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. La perte des cigales, probablement, va pas mettre l'humanité en danger. Alors que le réchauffement climatique a davantage d'effets directs sur les hommes. Ça en a aussi sur les animaux, évidemment. Mais ça en a plus directement sur les hommes. Donc on en parle beaucoup, tant mieux, parce que c'est un vrai problème, c'est pas le seul. Et là, on sait que c'est dramatique aussi. C'est-à-dire que, en fait... mes collègues scientifiques climatologues sont parfois, c'est pas un reproche, mais sont parfois trop prudents. Parce que nous, dans notre métier, moi je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi là. Enfin, je crois que je dis pas n'importe quoi, mais je peux le dire comme ça parce que c'est pas mon métier. Donc je suis pas en train de parler de ma recherche. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait, le problème des vrais spécialistes, c'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables, donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts, et puis pour être un peu consensuel, pour pas faire peur aux gens, pour pas se fâcher, pour être audible. Pour pas flinguer sa carrière. Ça, je sais pas. Peut-être on en reparle. Je suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire, c'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'ensuite, ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il reste plus rien. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi. Acidification des océans. Voilà. N'importe quelle personne douée de plus de 2 neurones ne peut plus remettre en cause. Ça relèverait du négationnisme, finalement. Et on n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé, ce qui est tout aussi dramatique. Moi, j'appelle ça un crime contre l'avenir, en fait. On s'interdit d'avoir un avenir. Voilà. Alors, le climat, donc là aussi, ça va évidemment flinguer des espèces et des individus animaux, mais même au niveau des humains, là, ça a un impact évidemment direct. Alors, il y a plein de pays
pas de chance, ça sera les pays pauvres, hein, comme toujours, qui vont être directement touchés par ces élévations de température, ou simplement on ne peut plus vivre. Hein. Là, il y a eu des pointes en Algérie cet été à 55, je crois, 55 degrés, on ne peut plus vivre. Hein. Je veux dire, même en buvant bien, c'est pas possible. Alors, la solution, c'est de mettre de la clim, qui évidemment consomme beaucoup, ça va rendre les choses encore pires, donc c'est pas une solution. Et ça va avoir des effets indirects. Je voudrais juste donner un exemple, parce que je pense que celui-là, tout le monde le comprend. C'est le problème des déplacements de population. Là, en ce moment, on a des réfugiés syriens. On s'en occupe pas. Moi, déjà, à titre humain, là, indépendamment de l'aspect écologique, je trouve ça honteux. On laisse mourir des gens devant nos frontières. On se dit, accueillir 200 000 personnes, mais c'est pas possible, on n'y survivrait pas, ce qui évidemment est complètement faux. En termes économiques et sociaux, on pourrait parfaitement y survivre. On sauverait leur vie. On préfère les laisser mourir. Bon. Mais là, on parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et c'est pas dans 20 siècles, hein, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien. Personne ne va ouvrir ses frontières en disant venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou la force de l'âge de mes gamins ? Je vois pas comment on peut le défendre, quoi. Alors, pour la question bateau, pourquoi les politiques n'agissent pas ? On a bien notre petite idée, mais on va vous laisser développer. Alors, pourquoi ils n'agissent pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par les lobbies, l'excuse du on ne savait pas n'est plus tenable. Bon, il l'a employé pendant un certain temps, ce qui est faux. Hein. En réalité, il y a 30 ans, on savait déjà. Mais si on avait envie de faire semblant de ne pas savoir, c'était possible dans le passé. Dans le présent, c'est beaucoup plus difficile. En fait, j'ai même pas envie de faire porter la responsabilité que aux politiques, parce qu'en réalité, si la population le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Hein. Finalement, ils veulent être élus. Donc si on votait pour ceux qui proposent ça, ceci aurait lieu. Donc ils sont le reflet de notre faiblesse, en fait. Et notre faiblesse, c'est que finalement, renoncer à un peu de confort nous est quasiment insupportable.